Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour Julia. Je prends toutes mes nouvelles fonctions de gérante. Voilà, c'est même plus Catherine qui fait les présentations de rencontres. Donc voilà. Donc, vous êtes donc bienvenus pour la rencontre débat entre Julia Deck, ici présente, merci de ta présence, et Dominique Mariette, ici présente aussi. Bon, je pense que je ne le présente pas. Hein. Et donc vous êtes venus pour découvrir Anne d'Angleterre, qui est un livre aux multiples entrées, m'a dit Dominique. Donc il va pouvoir vous en parler avec un petit peu plus de précision que moi. Juste pour vous dire que les 29 et 30 mars, Salon du livre jeunesse d'Aubonne, comme chaque année. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, à regarder le programme. Et on est en train d'imprimer le futur programme des rencontres. Donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est toujours possible si vous ne la recevez pas encore. Je vois des bavardages là. Chut. M'écoute quand je parle. Ouais, religieusement, c'est ça. Et donc voilà. Et encore une aparté sur mon... Il y a Julien qui est en train de jouer avec le micro. Encore une aparté sur mon prix des lecteurs, si vous voulez être juré, j'ai toujours pas d'inscrits, enfin j'en ai une, donc n'hésitez pas, c'est 6 livres à lire jusqu'au mois de mai-juin. C'est des livres de Nana, moi. Non, il y avait des gars en plus, t'as pas bien écouté. Oui, il y a des gars. Non mais... Voilà, et c'est 6 superbes livres, voilà, vous pouvez même en discuter un petit peu avec Nicolas, il en a lu quelques-uns et... Il pourra peut-être vous aiguiller, vous orienter, sinon vous vous tournez vers nous, bien évidemment. Et on a aussi un prix jeunesse, si jamais vous avez envie d'inscrire vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces. Voilà, voilà, je laisse la parole à Dominique et à Julia, et encore merci d'être là. Bonsoir Julia. Ça t'embête de parler dans un micro? Pas du tout. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Bon, il y a donc 4 ans et demi, par hasard, j'avais lu Propriété privée. Je ne connaissais pas Julia Deck, et ce livre m'avait vraiment beaucoup intéressé. Et ça aboutit à une rencontre en septembre 2020, comme le temps passe. Comme tu disais tout à l'heure, dans des temps particuliers d'entre-Covid. En tout cas, ça avait été une belle soirée. Et ensuite, j'ai lu d'autres de tes livres, avec plaisir. Et puis quand, au mois de juin, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau livre de Julia Deck, il fallait que je le lise. Donc, je l'ai lu. Et puis, tout de suite... pour moi, c'est un livre formidable. Hein, voilà, on va y revenir. Pourquoi j'ai ce point de vue? Par quel cheminement? Alors, et puis j'étais très content quand tu as eu le prix Médicis, qui n'est pas le dernier des prix. Hein, voilà, sur la jaquette, prix Médicis. Alors, j'ai quand même essayé de voir qu'est-ce qu'on disait du prix Médicis. Alors, qui a été fondé en 1958, hein, voilà un élément qu'on peut apprendre, qu'on peut mémoriser. Alors, il se consacre traditionnellement à récompenser des œuvres qui font preuve d'originalité et d'inventivité littéraire, offrant ainsi un tremplin aux écrivains qui sortent des sentiers battus de la littérature conventionnelle. Voilà ce que j'ai lu sur Internet. Hein. Donc, moi je pense, je ne suis pas juré au prix Médicis, mais qu'en tout cas, ce qui est dit dans cet objectif du prix correspond à ce que moi j'ai ressenti à la lecture de ton livre. Hein. Donc, je vous l'ai dit, c'est un formidable livre qu'on va essayer d'approcher de différents côtés.
Et ma première question, c'est... alors, c'est un livre qui a plusieurs entrées. Et donc, l'entrée de la biographie, l'entrée de l'hôpital, l'entrée du chemin de croix lorsqu'on qu'on est victime d'un grave accident qui nous immobilise à l'hôpital et que se pose la question de l'EHPAD. Également l'entrée des relations mère-fille et réciproquement. Et puis, comme dans tes autres livres, il y a toujours une intrigue. Et il y a pour moi une intrigue. Voilà. Donc, en disant cela, immédiatement, je me suis dit, mais bon, pour essayer de recoller, de construire cette narration, pas facile. Donc, j'imagine que ça t'a demandé quand même un énorme travail d'écriture. Voilà ma première question. Oui, ça a demandé un gros travail d'écriture. Il est allumé. Ça marche pas? Si ça... Peut-être qu'il faut le tenir comme ça. Bon, bah je vais essayer. Je vais pas bouger. Ok. À vrai dire, ce livre-ci m'a pas posé de problème d'écriture plus grand que les précédents. Je crois que c'est justement parce que j'avais fait les précédents livres. Et la structure, qui est peut-être un peu complexe d'apparence, parce qu'elle mêle deux fils. Un fil contemporain, donc ça raconte des événements qui datent de 2022 sur un parcours hospitalier. Oui, un grave accident vasculaire qui est arrivé à ma mère, qui se portait très très bien. On la suit de ce moment-là jusqu'à son entrée en maison de retraite 6 mois plus tard. Et là, j'avais vraiment l'idée de faire une sorte de documentaire sur ce parcours qui est à la fois extrêmement banal, déjà très documenté par les médias, la sociologie, et à mon sens, pas tellement par la littérature, en tout cas par la littérature générale. Donc ça, c'est le premier fil. Et le deuxième fil, que j'appelle plutôt le fil historique, c'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Anne et qui a vécu une vie dense, riche, multiple avant de devenir ma mère, puisqu'elle est née en 1937 dans le nord de l'Angleterre, dans une ville, petite ville industrielle, mais incroyablement florissante dans l'entre-deux-guerres, alors que le reste de l'Europe ouvrière était largement sinistrée par la crise de 29. Et donc ce parcours-là, de 1937 jusqu'à 2022, donc jusqu'à rejoindre la période de l'hôpital. Et puis, comme tu dis, il y a en effet une dimension d'intrigue. Alors ça, je ne sais pas très bien, c'est mon rapport personnel à la fiction et à la vérité. Je ne sais pas si j'ai commencé à avoir des intrigues dans la réalité parce que j'écrivais des romans ou si j'ai écrit des romans parce que je trouvais que la réalité était un terrain de fiction. Mais en tout cas, peu avant que survienne cet accident, je suis tombée, comme bien des gens avançant en âge, sur ce qui pouvait s'apparenter à un secret familial. Et donc, voilà, quelque chose de tapis dans l'ombre, de caché, qui remontait aux années 50 et qui était extrêmement lourd de conséquences sur nos vies. Comme les secrets de famille, hein. Tout d'un coup on sort un squelette du placard et la vie de tout le monde est bouleversée. Mais j'avais aucune certitude, j'avais énormément d'indices convergents, et aucun indice divergent d'ailleurs. Je n'avais que des indices convergents mais pas de preuves.
Et tout d'un coup, je me suis sentie comme mise en demeure d'élucider cette intrigue parce que la parole avec ma mère était devenue très très entravée et c'est elle qui était dépositaire de ça. Donc finalement, oui, tout ça s'est noué en fait assez facilement, mais je pense aussi parce que le livre juste avant, je finis après, hein, et c'était ça, mon livre juste avant, c'est Monument National, alors ça c'est un roman de pure fiction, mais il y avait deux intrigues entrecroisées qui se rejoignaient à la fin. Et je me dis, je pense que inconsciemment, j'ai repris la structure du roman précédent, mais pour faire avec du vrai. Oui, alors justement, là tu as évoqué le terme de fiction. Alors sur la première de couverture, il y a marqué roman. Hein, et donc, alors c'est une question qui m'intéresse par ailleurs, mais il y a des éléments de récit qui sont très très importants dans ton roman. Mais justement, le rapport entre récit et fiction qui aboutit au roman est quand même très très intéressant. Il y a, je crois, dans un des derniers paragraphes de ton livre, tu écris: les catégories du réel et de la fiction ne sont pas si disjointes, et c'est au croisement de ces axes que se tient la vérité. Le roman est l'instrument de la connaissance. Il dit au-delà de celui qui parle, de ce qu'il sait ou croit savoir. Mais dans tous les cas, quand on construit un récit, ou en particulier quand on construit une biographie, on est déjà dans la fiction. Ça marche ? Oui. C'est ce que j'ai compris avec ce livre, en fait. J'avais des idées très catégoriques et très caricaturales sur la fiction et la réalité. Donc jusqu'à maintenant, je m'étais cantonnée sur des romans de fiction en me disant si j'invente les personnages et l'intrigue, je suis dans le règne de la fiction. Et si j'invente rien, je vais être dans la réalité. Bon, pour chaque livre, moi, je me fixe des règles du jeu au départ. Et là, pour la première fois pour ce livre, je me suis imposée de ne rien inventer, de ne rien romancer, de ne rien trafiquer, de ne faire qu'avec le réel. Donc, j'étais pas super emballée quand l'éditeur m'a dit on va mettre roman sur la couverture. Les éditeurs aiment bien mettre roman simplement parce que comme ça, ils sont sûrs que le livre en librairie sera littérature. Sinon, ça peut aller en biographie, en essai, se retrouver à côté des mémoires de Sarkozy. Et pas du tout en littérature. Donc, c'était pas imposé, mais c'était leur idée. Et puis... en fait, je me suis rendu compte que le problème n'était pas du tout là. Parce qu'à partir du moment où je raconte ces deux histoires, l'histoire de l'hôpital en 2022, la biographie d'Anne depuis 1937, je compose à chaque étape. Alors, je me suis servi de documents, je me suis servi de souvenirs, mais les souvenirs, ils ont beau être nombreux et j'ai beau avoir une bonne mémoire, c'est quand même ma perception. Et puis surtout, quand on fait un récit, quelle que soit la nature du récit, même un récit journalistique qui se veut le plus objectif possible, on choisit et il y a un montage. Et on va mettre l'éclairage sur un accent et sur un aspect et pas sur les autres. Et on va se concentrer sur certains personnages et on va en laisser plein d'autres dans l'ombre parce qu'on a décidé, en son âme et conscience, que les autres étaient moins éclairants par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. En fait, on décide de raconter une histoire, même quand on s'attelle à une biographie la plus objective possible. Donc le roman, oui, à partir du moment où il y a récit, il y a déjà roman parce qu'il y a la subjectivité de l'auteur et il y a toutes ces étapes de choix, de montage, d'éclairage, comme on éclairait une scène au cinéma, quoi. Et aussi où est-ce qu'on met la caméra. Je vous raconte la soirée de ce soir. Si je mets la caméra ici,
ou là, ou derrière, eh ben, on voit pas la même chose, quoi. Donc, c'est des choses qui tombent un peu sous le sens, mais en fait, avant de les expérimenter, ouais, j'avais des notions, je pense, finalement assez romanesques sur la question de la réalité. Oui, alors, moi, surtout à la relecture, effectivement, je suis parvenu un peu à la même réflexion qu'écrire un roman, c'est ordonner, construire, choisir. Alors, un autre aspect qui m'a interpellé, c'est bon, le rapport mère-fille et réciproquement est au cœur du roman. Pas facile, hein, donc, de s'attacher, de se diriger vers ces sombres secrets de nos affects. Bah oui, il était évidemment pas question de faire une hagiographie ou une histoire idyllique sous prétexte que la situation était dramatique. Enfin, oui, c'est vrai que j'étais très chargée d'affect au moment de l'écriture parce que j'ai démarré assez peu de temps après l'accident, quand ma mère se trouvait encore à l'hôpital. Mais je me suis dit que ouais, l'autobiographie, l'autofiction, c'est un exercice très périlleux et c'est pour ça que je m'en suis tenue éloignée pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'être fasciné par son objet qui est soi-même et ses proches qu'on en oublie qu'il y a des lecteurs et qui ne sont pas forcément aussi fascinés par nos vies si on se donne pas le mal de les rendre intéressantes. Donc j'ai pensé qu'il fallait que je nous traite nos personnages, celui d'Anne et le mien, comme les personnages de mes précédents livres, c'est-à-dire avec une certaine distance, avec une certaine rugosité. J'ai jamais tellement aimé les personnages trop sympathiques d'emblée. Je préfère l'ambiguïté, je préfère le trouble, et je préfère qu'on leur trouve des circonstances atténuante au fil de l'histoire. Je me dis, je voudrais qu'on s'attache malgré tout, quoi. Et ça, c'est probablement, oui, bah, c'est probablement un trait de ma personnalité, de nos personnalités, de nos histoires. Mais je voulais saisir, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires de mère-fille, en fait, dans mes autres livres, mais beaucoup plus dissimulées. C'est évidemment un lien très problématique parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus viscéral qu'un lien entre une mère et une fille qui ne peuvent pas se différencier. Enfin, l'identification se fait aux parents de manière plus forte, j'imagine dans un premier temps avec le parent du même sexe. Et comment se différencier à un certain moment de cette personne qui possède le même corps que vous, plus ou moins, avec qui toute sa vie on vivra en miroir. Comment devenir vraiment une autre alors qu'on sera toujours dans ce lien presque ombilical, en fait. Et voilà, ben, j'avais abordé cette question à travers des personnages, de biais, et là j'avais la matrice de la situation, en fait, qui est la relation entre ma mère et moi. Mais j'avais ce garde-fou qui était de nous considérer tout le temps comme des personnages, même dans les scènes les plus contemporaines, même dans les moments les plus choquants, qui ont été l'accident bien sûr, mais aussi la prise en charge médicale. Ça, c'était un deuxième choc affectif. On va y revenir. On va y revenir. Mais je me suis dit, oui, il ne faut pas que je sombre. Moi, je suis romancière, donc je ne veux pas faire du journal intime, je ne veux pas faire du journalisme, je veux faire ce que je sais à peu près faire, c'est-à-dire du roman avec des personnages. Et ça m'a vraiment aidé à tenir une ligne, quoi. Alors, cela dit, la mise à nu de l'histoire familiale est une dure épreuve. Sur cette histoire d'énigme à dénouer. Non, mais l'ensemble de l'histoire familiale, qui est, enfin, de ta mère, qui, bon, où il y a
où il faut mener l'enquête, et avec, là encore, tout un tas d'éléments d'affect. Hein. Bon. Oui, bah, je pense que c'est comme dans plein de familles, on se parle de tout et de rien, mais l'essentiel est beaucoup plus difficile à aborder. Et donc il y avait une question extrêmement simple que je voulais poser à ma mère depuis 3 ans, mais vraiment c'était pas compliqué, hein, et ça a appelé une réponse oui ou non. Je me trompe ou j'ai raison. Et j'ai cherché pendant ces 3 années à la poser, et ce qui me surprend encore, c'est qu'il y avait une incapacité physique à poser cette question, qui était très concrète. Il y avait comme une espèce d'interdit, comme une espèce de... Alors j'ai cherché à l'approcher de biais, là encore, j'ai posé des questions autour, sur le contexte, et chaque fois elle évitait. Donc chaque fois ça me rendait encore plus timide, et chaque fois ça me donnait l'impression que j'avais raison en fait. Moi j'avais la certitude, ma mère était en très bonne forme cognitive, elle avait plus de 80 ans, mais elle lisait énormément, elle avait toujours 3 lectures en cours, une en français, une en anglais, une en espagnol, elle voyait plein de films, donc j'avais aucune raison de penser que ça n'allait pas continuer éternellement, voilà, les fantasmes de la fille sur la mère. Et je me disais qu'on avait tout le temps de résoudre cette question, et qu'un jour la question elle brûlerait moins et je pourrais la poser tout simplement. Et ben voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Mais j'avais quand même un plan B. Enfin, je savais qu'il y avait des documents. Il y avait des documents familiaux que j'avais aperçus à l'adolescence, et je me disais qu'un jour il me reviendrait et puis j'aurais une preuve en évitant la conversation en fait. Sauf que quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, où tout d'un coup, là, j'ai été forcée de prendre la main sur ses papiers, comme plein de gens qui tout d'un coup se retrouvent avec un proche dépendant, bah, il faut aller fouiller dans les papiers de sécu, les papiers de mutuelle, les avis d'imposition, voilà. Donc tout d'un coup, il fallait que je trouve mon chemin là-dedans. Et j'ai aussi cherché du côté des documents personnels, et je me suis aperçue qu'elle avait détruit ce qui était pour moi les documents les plus précieux en fait. Et elle avait notamment détruit son journal qu'elle avait tenu au tout début des années 50, qui était à mon sens un document historique inestimable. C'était une très bonne élève, et tous les jours elle consignait le récit de sa journée. C'était un document, voilà, c'était la vie d'une jeune fille rangée dans ce milieu ouvrier, mais extrêmement assez puritain en fait, donc avec un code moral très strict, des valeurs du travail et de la culture et de la littérature très très ancrées, et il y avait ce récit quotidien qui pour moi valait de l'or. Et je me suis aperçue qu'elle avait littéralement jeté son adolescence à la poubelle, ses 15 et 16 ans. Et alors là, c'était peut-être un 3e choc, j'étais tellement consternée qu'elle puisse faire une chose pareille. Donc ça veut dire qu'elle avait pensé à sa succession, en fait. Chose qui n'était jamais évoquée, mais elle avait pensé que ses papiers me reviendraient et n'avait pas voulu qu'ils me reviennent. Donc ça, oui, ça m'a fait que renforcer toute cette suspicion autour de la question familiale. Alors, tout à l'heure, quand j'étais chercher Julia à la gare d'Argenteuil, on sort de la gare et on croise qui? Claire Vezin. Hein, la cardiologue qui était là il y a quelques mois sur l'hôpital. Alors immédiatement je me suis dit tiens, pour un salon de sous les couvertures, faire une table ronde hein, avec Claire Vezin et puis Julia Day, ça serait parfait, hein, je te l'ai dit immédiatement. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est intéressant par ailleurs, mais je dis cela aussi parce que c'est un aspect, mais vraiment d'une richesse, d'une justesse et d'une profondeur du roman. C'est ce que tu dis justement de l'hôpital. Hein, de l'hôpital, de la dépendance, une personne dépendante, où toi tu dois assister, et puis tu es confronté, et puis ensuite, il y a une autre personne à midi qui me disait, oui, mon père, ils veulent vite qu'il quitte l'hôpital pour aller trouver un EHPAD. Hein. Donc,
voilà, j'ai trouvé ça dans ton roman. Alors bon, il y a de la théorie, il y a l'enquête sociologique de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, mais qui est dans un autre registre. Et là, on a un élément roman. Donc, c'est quand même une part importante de ta création littéraire. Ah oui, c'était comment transformer en un élément littéraire quelque chose qui pourrait paraître comme le plus prosaïque et le plus déprimant de la Terre. Alors, d'abord, une précaution, je veux surtout pas avoir l'air de généraliser, parce que moi j'aime bien dire que j'ai fait un documentaire, mais j'ai pas fait une enquête comme Victor Castanet, qui a étudié un système dans ses ramifications, avec plein d'exemples à l'appui. Là, c'est un parcours. Je pense qu'il est représentatif par certains aspects de tous les parcours, mais il faut bien dire que ma mère a coché toutes les mauvaises cases, en fait. Donc c'est un peu le pire qui se puisse imaginer. Je sais qu'il y a des services d'urgence et des services de gériatrie où ça n'est absolument pas... c'est beaucoup plus humain. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un accident très grave, et moi je l'ai retrouvée le lendemain. Donc elle n'a pas été prise en charge assez tôt. Le pronostic était très très mauvais. Le pronostic vital était engagé dans les heures qui suivaient. Et après, moi j'étais à ses côtés, je trouvais que finalement elle regagnait des forces assez vite par rapport à ce pronostic. Mais à partir du moment où, oui, elle était plutôt engagée dans une perspective de convalescence, la statistique estimait que ses possibilités de récupération étaient très faibles. Donc, elle a été orientée vers des services extrêmement démunis, où on envoie les gens qui ils sont trop âgés, pris en charge trop tard, plus le scanner n'est pas bon, donc il n'y a pas... On sait très bien qu'il faut procurer une rééducation le plus vite possible pour récupérer d'un accident comme ça. Et là, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Et surtout, au bout de moins de 48 heures, j'ai été orientée non pas dans un parcours médical, mais dans un parcours administratif, peuplé de sigles. Le premier sigle étant EHPAD, qui n'est même pas un mot, qui est juste... un truc horrible qui est certainement pas un projet de société, un projet de vie, c'est une case, quoi. Et c'est une case qu'il faut atteindre en passant par d'autres cases qui supposent de passer par des guichets administratifs, où c'est à chaque fois des demandes de documents qu'il faut se procurer dans des délais très courts, et puis des choses qui n'ont rien à voir avec l'humain et encore moins avec la médecine. Donc ça, c'était vraiment le deuxième choc. Je pense vraiment que le choc était aussi grand que l'accident, de voir qu'une vie qui avait été modeste, mais aussi pleine et aussi riche et aussi diverse, était si peu considérée en bout de course. Et je me suis dit, mais ok, c'est ma mère, mais en dehors de ça, c'est proprement scandaleux. Je suis au courant de l'état de l'hôpital public, surtout après le Covid, mais c'est pas une raison pour accepter, en fait. Ce qu'on me propose, c'est quelque chose de proprement inacceptable pour la dernière partie de la vie qui va peut-être durer 3 jours, 3 mois, mais qui va peut-être durer 10 ans en fait. Et la manière dont on considère ou on déconsidère la personne humaine, pour moi, c'était l'enjeu principal. Donc, je ne suis pas médecin, il n'y a pas de médecin dans ma famille. Moi, j'avais certainement pas d'arguments scientifique quand on me déversait une logorée de jargon pour m'expliquer qu'il n'y avait aucun espoir et qu'on pouvait rien faire, qu'on n'allait rien faire parce qu'on ne pouvait rien faire. Mais ce que j'ai compris, c'était que quand même la possibilité de résistance, c'était justement dans le langage. C'était refuser de se voir imposer un langage complètement administratif, technocratique, pour ce qui relève fondamentalement du destin de l'espèce humaine. Enfin, là, c'est pas un cas isolé, hein, c'est un cas qui concerne tout le monde, et ça concerne le vieillissement de la population, même pas en France, en Europe et dans tout l'Occident, quoi.
Donc, j'allais pas remédier à ça toute seule, mais j'ai quand même découvert qu'à travers le langage, il y a une capacité, on met en œuvre une capacité de résistance qui peut faire bouger les choses. Un petit peu à chaque fois, mais quand même, on a obtenu beaucoup plus que ce qui était proposé au départ. Et je pense que ça, c'est grâce à la fois le langage mis en œuvre dans le rapport avec les soignants, mais ce qui m'a beaucoup servi, c'était d'avoir engagé le projet du livre. Parce que ça donne une consistance, une forme au quotidien, ça donne une assise. Donc finalement, j'ai pas engagé ce projet littéraire pour ça, mais le fait de travailler la réalité au quotidien pour essayer de la transformer, bien sûr que ça a une incidence. Donc c'est l'aspect totalement pragmatique du travail romanesque que j'avais pas mesuré avant. Alors, vous allez avoir droit au seul extrait, mais j'en avais sélectionné une dizaine, hein, parce que bon, c'est un autre aspect de l'écriture de Julia Deck. Elle a une écriture très sympathique, vraiment très intéressante, avec des coqs à l'âne que j'apprécie beaucoup. Bref, l'extrait. Or, les mots doivent avoir un sens où c'est, avant l'extinction de masse, l'absentement de l'existence qui s'abat sur l'espèce humaine. C'est ainsi que le lendemain, quand j'appelle l'assistant social et qu'il s'enquiert pépèrement de mon projet, je pète un plomb, une durite et un câble. On ne me fera pas entrer un projet à coups de marteau dans le crâne. L'assistant social en est donc pour ses frais lorsque je deviens complètement folle au bout du fil. Pour ce qui concerne le projet, ce sera donnant-donnant. Je ferai mon boulot de fille quand on fera son boulot de médecin. Et je raccroche en me demandant pour la 100e fois comment je vais sortir ma mère de là. Pour la 100e fois, je n'ai pas la réponse. Je vais déjeuner chez Hélène. Hélène est photographe. Chaque fois que je publie un livre, elle fait mon portrait. Je ne suis jamais habillée comme elle voudrait, toujours mon nez brille et je n'ai pas de poudre. Il ne faudra pas me plaindre si les photos sont ratées, récite-t-elle invariablement tout en appuyant sur le déclencheur. Aujourd'hui, elle m'a préparé des crêpes au sirop d'érable, du bacon, des œufs brouillés. J'engloutis tout ce qu'elle fait glisser dans mon assiette en déblatérant la catastrophe qui est arrivée à ma mère et à moi par domino. La dernière fois, je n'ai pas fait tellement attention quand Hélène m'a parlé de la maison de retraite où vit la sienne. Je dis maison de retraite, en réalité, il s'agit d'un château dans un parc planté d'arbres centenaires. Tous les jours, les résidents assistent à une conférence, une projection, un concert. La mère d'Hélène y est très heureuse. Oui, mais la mère d'Hélène est une star de la littérature jeunesse, pas la mienne. Mon ami ne renonce pas si facilement. À l'entendre, nous avons toutes nos chances. D'accord, mais ça doit être hors de prix. Pas du tout, l'établissement est public. Ok, mais la liste d'attente doit être longue comme le bras, et je suis pressée. Remplis déjà le dossier, dit-elle. Je remonte sur mon vélo vert. Un vélo vert qui est récurrent dans le roman. Oui, d'abord tu l'as déjà évoqué, mais sur la continuité avec tes précédents romans, peux-tu développer cet aspect-là, si tu as quelque chose à en dire? Je voulais pour moi, c'était essentiel qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire que un événement qui traumatise, ça peut faire briller, et ça fait briller. Moi, ça m'a fait briller, j'étais entre la colère et la tristesse en permanence. Mais si on y perd sa personnalité au point de plus rendre compte de ce qu'on fait, et en l'occurrence, si tout d'un coup l'écriture avait pris une direction complètement inaccoutumée chez moi, j'aurais eu l'impression de tout perdre dans cette histoire. Moi, il fallait que je préserve ma part de singularité dans ce moment qui était extrêmement envahissant. Et il se trouve que j'avais plus, jusqu'à cette année-là, j'avais toujours exercé une autre activité en parallèle. Et là, je venais d'arrêter. Donc, vraiment, ça occupait toute la place.
La seule chose qui pouvait manquer, c'était le livre, et il fallait conserver la filiation avec les précédents. D'où tout ce que je racontais au début. Écrire un livre avec du vrai, mais qui serait vraiment dans la forme, enfin, avec une forme romanesque. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le fil narratif où je raconte le parcours d'Anne depuis 1937, eh ben, je suis obligée, je passe par l'année 1974, qui est l'année de ma naissance. Je raconte la maternité d'Anne, la relation avec sa fille, de son point de vue, et en continuant, j'arrive à 2012, l'année de la publication de mon premier livre. Et ça a constitué un événement majeur dans la relation avec ma mère, parce que autant la relation s'est faite difficilement, notamment parce qu'on ne parlait pas la même langue en fait. Elle parlait bien français, mais pas aussi bien que l'anglais, et moi je parlais bien, moi c'était l'inverse. Donc on ne se retrouvait pas pleinement dans une langue, et surtout pas dans une langue maternelle, parce que ma langue maternelle, c'est la langue de mon père, c'est le français. Donc c'est une langue paternelle. Et il y a eu énormément d'incompréhension, de non-dits, d'absence de rencontre en fait, alors qu'on a passé beaucoup de temps toutes les deux. Moi j'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 22 ans, on était toutes les deux vraiment face à face, et pourtant la rencontre se faisait pas complètement. Elle s'est faite beaucoup à travers les livres. À partir du moment où on a pu échanger sur des romans de littérature, à partir de mon adolescence, où elle a pu me conseiller les romans qui avaient été importants pour elle, et où moi-même je les ai appréciés, là, on avait déjà un terrain d'entente, j'ai même envie de dire une langue commune. Davantage que le français ou l'anglais, la langue des romans, ça a été essentiel. Ça a commencé par Madame Bovary, après il y a eu Léo de Hurlevent, il y a eu les romans de Jane Austen, il y a eu beaucoup de romanciers du 19e en fait, beaucoup de femmes en fait, parce qu'il y a beaucoup de romancières très reconnues en Angleterre au 19e et beaucoup moins en France. Et voilà, donc ça a constitué un fil. Et puis quand j'ai publié mon premier livre, là tout d'un coup, à 38 ans, j'ai enfin fait la fierté de ma mère. Donc ça c'était un événement où tout d'un coup nos relations ont basculé parce que c'était plus sans arrêt dans le reproche et dans le houspillement. Non, c'est pas un mot, houspillement. Houspillage. Vous avez compris en tout cas. Et donc je raconte la sortie de chacun de mes précédents livres, parce qu'à chaque fois ça a été un événement entre nous. Voilà. Très bien. Non mais bon, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion de raconter la sortie de ses précédents livres dans un livre, et c'est assez marrant en fait, parce que ça oblige à voir avec distance le métier d'écrivain, et puis cet autre métier qui est très très différent, qui est le métier d'auteur, l'auteur qui va parler de son livre en public, ce qui est évidemment très très différent d'être tout seul chez soi face à son ordinateur. En tout cas, d'abord, je relirai, là peut-être plus rapidement, ton roman, parce qu'il est beaucoup question de livres, de littérature, et il y a des références de gens que je ne connaissais pas. Hein. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Autre chose, la place du cinéma. Alors, en particulier, il y a un nom qui revient à plusieurs occasions, c'est Gregory Peck. Hein. Alors, effectivement, il y a un rapport avec Julia Beck. Mais la place du cinéma, justement, dans ses relations familiales. Puis j'aurais une autre question, mais un peu sur le même plan. Alors, le cinéma, ça a toujours constitué une référence familiale au même titre que les livres. Je pense que c'est parce que ma mère avait découvert, finalement, elle a eu une bourse pour aller dans un lycée de jeunes filles à ses côtés, de bon niveau, où elle s'est retrouvée, c'était la seule fille de la classe ouvrière, dans une classe de 12 jeunes filles beaucoup plus bourgeoises. Et elle a fait ses classes dans cette école de l'âge de 12 à 18 ans. Donc elle n'a pas fréquenté beaucoup de jeunes hommes, surtout que c'était très mal vu, et que sa sœur le faisait pour elle et que ça lui attirait beaucoup de problèmes. Mais donc les hommes et l'amour et
frétillement amoureux, ben ça, elle l'a découvert au cinéma dans tous ces films merveilleux en Technicolor des années 50 où Gregory Peck était absolument admirable. Et d'ailleurs, ça, il l'est toujours. Hein. On peut regarder. Il continue de crever l'écran 80 ans plus tard. J'ai revu tous les films qu'elle m'avait cités comme Capitaine sans peur. Ça vous dit quelque chose, Capitaine sans peur? C'est un film de Raoul Walsh. C'est magnifique. Le Technicolor est restauré. Ça se passe principalement sur un navire de la Marine Royale au tout début du 19e siècle. Ouais, c'est un film incroyable. Et ils l'ont repassé à la Cinémathèque l'année dernière parce qu'il y avait une rétrospective de Walsh. Bon, bref. J'ai vérifié tout, en fait. Évidemment, j'étais pas là dans les années 50, mais je me rappelais de tout ce qu'elle m'avait raconté. Et j'ai revu tous les films voilà, qui faisaient partie de son panthéon. La petite anecdote sur Gregory Peck, c'est que donc, Gregory Peck, c'était l'amour de sa jeunesse. Enfin, vraiment, il faisait une fixation. Et moi, je me suis toujours demandé si c'était une coïncidence que des années et des années plus tard, elle épouse un monsieur Deck. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais cette théorie n'engage que moi. Oui, c'est peut-être compliqué de trouver un monsieur Peck. Moi, je ne connais pas. En fait, Deck, c'est un nom assez courant en Alsace. Donc, ah oui. Voilà, il y avait plus de chance en France. J'ai regardé dans le Argenteuil, il y en a un qui s'appelle Deck. Voilà. Bon, pour parler un petit peu de ta mère, elle m'a fait beaucoup penser à un personnage de la Nouvelle Vague. C'est parce que tu as vu une photo. Pas du tout. Non. J'ai donné une photo pour illustrer un article de journal et c'est vrai qu'elle a complètement l'air de mélange de Audrey Hepburn, Anna Magnani et Anouk Aimée, on m'a dit. Ouais. Pas des moindres. Pas des moindres, hein, pardon, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je sais pas. Pour ces jeunes filles des années 50, l'apparence physique, c'était... Les actrices hollywoodiennes étaient vraiment un modèle. Et il y avait quand même ces jeunes femmes qui étaient sur la voie de l'émancipation, elles avaient quand même l'idée qu'il fallait être parfaites sous toutes les coutures, dans toutes les situations. Donc elles étaient quand même très très tributaires des générations antérieures. Pas un cheveu ne doit dépasser, la tenue doit être impeccable, il faut bien se tenir. Et ma mère étant une bonne élève, elle a toujours été extrêmement soucieuse de son apparence, suivait la mode alors que elle n'a jamais eu de moyens financiers lui permettant d'acheter des vêtements ailleurs que dans les boutiques de prêt-à-porter. Mais là, une attention aux vêtements, même très très modeste, qui perdure encore aujourd'hui. Et à chaque période, elle était extrêmement soucieuse d'embrasser les codes vestimentaires en vogue. Quand elle vient en France pour la première fois, c'est à la fin des années 50, et puis après elle reste plus longtemps parce qu'elle a engagé une thèse sur la Révolution française. Il y a pas mal de photos où, en effet, là, elle n'a plus le look des années 50 avec cintré à la taille et les grandes jupes évasées. Là, au contraire, c'est les pantalons corsaires, c'est les vestes triangles, et puis les cheveux beaucoup plus libres, mais quand même très étudiés, et ce maquillage aussi qui se transforme. On n'est plus dans les rouges à lèvres extrêmement vifs, mais plutôt les yeux cernés de noir à la Anna Karina. Et oui, ça pourrait, années 60 en France, donc ça pourrait tout à fait être un personnage de la Nouvelle Vague. Alors, une femme qui veut maîtriser sa vie, même si ce n'est pas si simple, mais elle respire quand même une volonté de liberté. Je ne sais pas si c'est volonté de maîtriser sa vie, parce qu'il y a toujours eu comme des gens issus de catégories sociales très modestes qui changent de milieu et qui se retrouvent autour de gens qui maîtrisent des codes beaucoup plus élaborés. Il y a toujours un malaise social important. Mais il y avait cette idée que ce qui relève de la culture, de la littérature, du cinéma, des arts plastiques,
est supérieure à toute autre forme d'intérêt et que rien ne doit empêcher d'aller dans cette direction. Donc c'est la volonté de poursuivre des études, de fréquenter des milieux plutôt artistes, plutôt bohèmes, qui a guidé sa vie en fait. Et tout le reste était subordonné. Ouais. Alors je voudrais qu'on revienne sur un élément qui, d'abord, à plusieurs reprises, tu écris le mot vérité en majuscule. Il y a quelques mots en majuscule, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là. Et donc on a vraiment une forte impression d'une volonté de représenter les choses dans le maximum de vérité, hein, de chercher la représentation au millimètre, quoi qu'il en coûte, dirait Macron. Ah oui, un autre auteur que je cite pas assez souvent. Il y a un peu d'ironie vis-à-vis de moi-même sur cette question de la vérité, vouloir à tout prix la vérité, comme s'il y avait une vérité univoque sur une situation qui est avant tout faite de singularité humaine. La vérité, c'est ce que je cherche sur cette question familiale. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je veux qu'on me dise oui ou non, donc c'est ça la vérité. Et en fait, l'enquête m'amène à résoudre à peu près cette histoire. Mais ce que j'ai compris à la fin, c'est que la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est à côté, en fait. C'est à partir du moment où on arrive à mettre des mots sur des choses, sur des situations qui n'ont pas de nom, n'ont pas de forme, et tout d'un coup, on arrive à se les approprier, à leur donner une forme, et c'est comme ça qu'on peut vivre avec. Mais pour moi, cette vérité-là, elle est beaucoup plus importante que la question à laquelle on peut répondre par oui et par non. Mais justement, ça exige un travail de romancier très important. Ou de psychanalyse, mais j'ai jamais réussi à aller très loin avec la psychanalyse, donc le roman, ça marche mieux. D'accord. Alors bon, on a parlé de la réalité, du cas particulier, hein, tu as insisté tout à l'heure sur le fait que le parcours que vous avez connu, ta mère et toi-même, puisque c'est là où vous formez un duo dans la difficulté, elle plus ou moins consciente, toi totalement consciente et révoltée, hein, par rapport à ce parcours singulier, mais en tout cas, il est question quand même d'un hôpital particulier, et puis de procédures particulières qui sont plutôt qui semblent être des généralités administratives. Alors cela dit, tu tiens il y a au moins un paragraphe où tu tiens quand même à mettre les pendules à l'heure en disant mais les difficultés de l'hôpital, je les connais. Il y a un paragraphe, comme ça. Et ce paragraphe, tu tenais à le mettre, ou ton livre, il est relu par l'éditeur, Oui, il est relu par l'éditeur. Il y a des conseils. Alors, j'ai pris l'habitude d'aller le plus loin possible avec moi-même avant de donner le livre à l'éditeur. Donc quand je le donne, il est pour ainsi dire achevé, mais je suis tout à fait réceptive à des remarques. Je m'étais quand même dit que la forme, tout ça, c'était en place, mais après, il y a toujours plein de trucs qu'on n'a pas vus, des choses maladroites, des choses on n'est pas bien sûr. Bon. Il y a... Tu veux parler d'une relecture juridique? Non, mais là, il y a au moins un paragraphe, je ne sais pas si tu t'en souviens, où tu rends tout de même hommage à l'hôpital. Ouais, alors ce qui s'est passé... Ça fait difficulté. Ouais. Je voulais pas du tout avoir l'air de faire un livre à charge contre l'hôpital, parce que j'ai bien conscience des difficultés, et
les malentendus qu'il y a eu, c'est évidemment lié au fait que le personnel soignant travaille dans de très très mauvaises conditions et lui-même maltraité. Donc comment pourrait-il traiter de manière satisfaisante les patients? C'est pas possible. Donc je voulais vraiment pas attaquer des personnes, c'est le système qui est problématique, et encore une fois, je généralise pas. Ce qui s'est produit, en fait, quand on commence à écrire un roman avec la réalité, c'est que la réalité vous fournit en permanence des indices ou des péripéties. J'aurais pas pu rêver mieux, quoi. Et à chaque fois, il fallait les incorporer dans le récit. Et il se trouve qu'à la fin de tout ce parcours, j'ai moi-même été hospitalisée pour un truc pas grave, mais qui était très en lien, un petit truc héréditaire, très en lien avec la féminité, et qui était très connecté à notre histoire familiale et à la question que je me posais sur notre généalogie. Et donc moi j'ai été hospitalisée dans la ville où je suis domiciliée, qui est Tours, dans un service de gynécologie où c'était le jour et la nuit par rapport à ce que j'avais vu avec ma mère. Alors la chirurgie, c'est des technologies de pointe. Vous arrivez le matin, vous ressortez le lendemain soir, même si c'est une opération qui a duré plusieurs heures. On fait ça avec des robots, des caméras, enfin c'est le top, quoi. On a l'impression d'une fusée qui va sur Mars. Et je me disais, mais enfin oui, il faut incorporer ça dans le livre, même très succinctement à la fin, pour dire que il y a aussi cette dichotomie dans la médecine, c'est que toutes les spécialités qui sont valorisées parce qu'il y a une dimension de performance, là il y a de l'argent et ça marche et ça tourne. Alors on vous garde pas plus d'une nuit si vous pouvez sortir. Il faut quand même faire tourner les lits, mais il y a oui, on ne peut être que ébloui par les performances démentes de la chirurgie aujourd'hui. À côté de ça, les pathologies longues, donc la gériatrie, pathologie chronique, on sait que ça ne va pas aller vers un miracle, mais aussi la psychiatrie, pathologie qui dure toute la vie, où là, on n'a pas vraiment de solution à part médicamenter les patients, mais on sait qu'on tombe très vite dans un cercle vicieux où les gens font des séjours en hôpital, et puis après ils sortent, et puis ils reviennent aussi vite, simplement parce que la prise en charge est satisfaisante à aucun niveau, en fait. Donc oui, je voulais... Alors, là encore, je ne pouvais pas m'embarquer dans des généralités, je ne voulais pas parler de la psychiatrie parce que c'était très en dehors de mon champ, mais je voulais quand même apporter ce contrepoint. Alors, bon, tu as une propension dans ton écriture à utiliser l'humour et l'ironie, hein, qui rend un effet très appréciable. Mais c'est vrai que la situation que tu as connue donc, à l'hôpital, elle était elle-même porteuse de situations ubuesques ou... Bah oui, on peut voir ça au tragique. Alors au premier abord, moi j'ai vu ça au tragique, et puis après il y a des choses tellement absurdes que ça devient comique. C'était à certains moments, c'était les médecins de Molière. C'était pas le même jargon, mais c'était un jargon au même titre, quoi. Et puis il y a le bon flic, le mauvais flic. Enfin si c'est grotesque ou tragique, faut choisir. Mais finalement, l'ironie, moi je trouve, est plus porteuse d'action. C'est-à-dire que si on peut voir les choses sous cet angle-là, relever l'absurdité, tout le monde peut en convenir, y compris les médecins, de l'absurdité. Donc finalement, ça vous donne une marge de manœuvre plus grande que simplement la déploration. Une autre question qu'on n'a pas développée, on est entre France et Angleterre. Là, ce que tu as évoqué, que toi, la difficulté de communiquer, toi, parlons français, ayant été éduqué, ayant suivi des études en français, et puis ta mère restant fondamentalement liée à l'Angleterre de par sa langue. Ça rend un roman également très intéressant sur des rapports entre France et Angleterre. Oui, ce qui est drôle avec l'Angleterre, c'est que c'est si près et en même temps tellement
tellement exotique. Je me souviens à un moment, on disait dans les années 80, quand ça n'a rien à voir, hein, mais ça me traverse l'esprit, quand les Japonais ont commencé à venir travailler en Europe, les Japonais aussi très insulaires et avec des mœurs et des pratiques quotidiennes extrêmement ancrées, avaient du mal avec l'Europe un peu anarchique de leur point de vue. Et on disait qu'il fallait qu'ils aillent en Angleterre parce que c'est là qu'ils étaient le moins traumatisés, on va dire, par le mode de vie. Et je pense que pour être allé au Japon pour la première fois l'année dernière, je pense que c'est pas si faux. Il y a aussi en Angleterre cette mentalité insulaire et des choses extrêmement ancrées où quand vous maîtrisez pas complètement les codes, on vous le fera jamais sentir parce qu'on n'est pas mal poli. Mais vous allez quand même comprendre que vraiment, sans du tout le vouloir, vous allez faire un pas de côté et que ça va pas du tout, quoi. Et moi, ça a beau être mon pays par ma mère, et la moitié de ma famille, pas une famille très nombreuse, mais je suis allée très très souvent en Angleterre, ça reste un pays totalement étranger. Plus j'y vais, plus j'ai l'impression que c'est un pays étranger. Donc, ouais, je voulais aussi manifester cette dimension un peu ethnographique. Très bien. Effectivement, il y a plein d'éléments ethnographiques, historiques. Ce que tu dis de l'Angleterre, de cette grande entreprise chimique qui a marqué ta famille, également très intéressant. Dernier aspect que je voulais aborder, donc il y a une intrigue. Alors moi j'ai eu du mal à trouver les petits cailloux. C'est vraiment à la relecture que j'ai vu qu'il y avait un fil. Hein. Donc ça, je vous incite à le relire. Mais c'est vraiment des petits cailloux. Donc tu as conscience de semer des petits cailloux? Oui, j'ai conscience et je me retrouve confrontée au même problème avec chaque livre, c'est que je le fais tout le temps et je veux pas que mes cailloux soient trop visibles et j'ai du mal à doser. C'est-à-dire, faut pas que ce soit trop visible, mais faut pas que ce soit invisible non plus. Donc j'avoue que si on n'est pas très très concentré tout le temps, il y a peut-être des cailloux qui peuvent passer inaperçus. Chaque fois je dis je vais essayer de m'améliorer au prochain. Très bien. Donc, oui, alors moi j'ai essayé de rien dévoiler véritablement du contenu du roman, que, bon, je le répète, hein, je considère que c'est un roman formidable, avec une très grande densité, mais avec une écriture très facile, entre guillemets, d'où le travail de polissage de sa réalisation. Alors, j'ai lu quelque part que cette œuvre est bien audacieuse et complexe. Moi, je le trouve, cette formule bien audacieuse et complexe. En tout cas, la complexité, elle est incontestable, mais elle coule vraiment. Hein. Et puis, audacieuse, parce qu'il y a un caractère original dans l'ensemble de sa réalisation. Donc, il faut absolument lire ce roman d'une très grande richesse. Mais en tout cas, pour ma part, c'est voilà les questionnements auxquels j'ai abouti. Puis, je t'en remercie. C'est moi qui te remercie beaucoup, Dominique. Merci. Alors, s'il y avait